Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver, mais surtout, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau programme que vous suivrez désormais toutes les semaines. Question d'État est ce nouveau magazine d'actualité qui va se pencher sur tous les secteurs de la vie nationale, la vie donc en République démocratique du Congo de manière particulière, mais en général, la vie de tous les États d'Afrique et pourquoi pas du monde. Ce soir, pour ce premier numéro, nous recevons pour vous Fidel Babala. Il n'est plus à présenter. Il est secrétaire général adjoint du mouvement de libération du Congo, le mouvement cher, le parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, et il est également député national, bien entendu, élu de la circonscription de la Tchangou. Je lui dis bonsoir. Bonsoir madame. Soyez le bienvenu sur ce plateau, surtout que vous êtes le premier invité. Vous inaugurez donc ce nouveau magazine Question d'État. C'est un plaisir de vous recevoir. Je vous remercie pour cet honneur que vous me faites. Voilà, nous allons ensemble parler de l'actualité. Il y a 5 jours exactement, il y a eu l'ouverture de la session parlementaire de mars, donc pour l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais sinon, on va commencer par parler de vous quand même, hein, le mouvement de libération du Congo et son leader, Jean-Pierre Bemba, qui est toujours à la haie, parti jadis deuxième force politique du pays, où vous vous placez actuellement. Quelle est la santé du parti ? Non, mais merci madame pour cette question-là. D'entrée de jeu, je voudrais dire que le MLC se porte très bien et que son leader qui est en train de passer un moment difficile de sa vie au niveau de la CPI, pour répondre de l'histoire du MLC, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de ces procès qui tirent vers sa fin, nous pouvons dire aujourd'hui que l'espoir au niveau du MLC et de son leader Jean-Pierre Bemba est plus grand aujourd'hui qu'hier. Qui tire vers sa fin, c'est vous qui le dites, hein, c'est encore à la Cour internationale de la haie de décider. Non, si vous regardez sur les sites de la CPI, vous verrez que cette phase de procès se termine le 2 juillet. En tout état de cause, cette année verra la fin de ces processus judiciaires. Et nous espérons avec que la lenteur, avec tout le temps que ça prend, c'est pas si évident que ça. Hein. Quelle que soit la longueur du temps, il y a toujours une fin à tout. Et vous pensez que l'issue est plutôt heureuse en faveur de votre leader ? Je n'en doute pas, puisque vous avez vécu vous-même, vous avez suivi les débats au niveau de la CPI. À ces jours, on n'a pas pu démontrer l'implication personnelle ou la responsabilité personnelle de Jean-Pierre Bemba dans les faits qui se sont passés au niveau de la Centrafrique, pour lesquels il est poursuivi. Donc là, je peux dire avec l'ensemble de mes collègues du MLC que nous avons bon espoir que cette année ne se terminera pas sans qu'on puisse retrouver notre leader Jean-Pierre Bemba. Ça va ramener du souffle au MLC, un peu affaibli. On l'a vu aux dernières élections, c'était pas fameux. Hein. Madame, est-ce que je donne l'air d'être quelqu'un qui est essoufflé? Les MLC dont-ils l'air d'être un mouvement en bout de souffle? Je ne pense pas. Je vous rappelle que nous sommes allés à ces élections sans leader. Nous n'avons pas bénéficié des moyens d'État, d'autres en ont bénéficié. Nous sommes sortis la deuxième force de l'opposition après l'UDPS. Je crois qu'à ce stade, cela démontre l'enracinement profond du MLC dans le pays. Nous n'avons pas eu beaucoup de moyens, pas beaucoup d'élus, mais le nombre d'élus que nous avons eu au niveau de ces élections nous donne la position de la deuxième force politique du pays. Et je pense que c'est un exploit. Fidel Babala, avant de continuer, je vais proposer aux téléspectateurs de suivre les discours des présidents des 2 chambres du Parlement lors de l'ouverture de la session de mars. Donc, suivez tour à tour Obaminaku et Léon Kingo Adondo. On se retrouve tout à l'heure. C'est avec attention que nous suivons les pourparlers entre la délégation gouvernementale et les insurgés du M23. Là comme ailleurs, il est des questions non négociables, l'unité du pays, l'intégrité territoriale, le respect de la Constitution de la République, la souveraineté permanente du peuple congolais sur ses richesses, sur ses ressources naturelles, etc. En ce qui concerne le volet relatif au contrôle parlementaire, permettez-moi avant tout de féliciter les honorables députés qui ont, contre vents et marées, et face à certaines contraintes objectives et subjectives, usé de cette prérogative leur reconnue par la Constitution. Si notre pays, dans le cadre de sa construction et de sa modernisation, a besoin d'un arsenal juridique adéquat, il n'en demeure pas moins qu'une fois adopté, ces normes besoin d'être exécutées et même bien exécutées.
loi est une chose, mais de faire appliquer notamment en initiant des politiques économiques et sociales novatrices en est une autre. Pendant longtemps, notre société a eu à vivre sous le règne des antivaleurs que nous avions tous ensemble décrits et que nous continuons d'ailleurs à décrire. La corruption, le détournement des deniers publics, la mégestion, le clientélisme, l'immoralité, la gabegie, le tribalisme, le Madej Kuyabana et j'en passe. L'ère de l'inaction et de l'impunité devrait être révolue. Nous devons davantage, dans le cadre de nos prérogatives, évoluer sous le règne de l'action, de la responsabilité. À cette fin, le contrôle parlementaire doit être utilisé comme un instrument au service de la transparence, de l'efficacité du progrès et du développement. Il permet aux institutions, qu'il s'agisse du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, de rendre compte de leurs différentes actions d'œuvre. Ainsi compris, les questions orales avec ou sans débat, les questions écrites, les auditions en commission et même les interpellations, adressées notamment à l'endroit des membres du gouvernement, ne doivent en aucune manière être comprises de part et d'autre comme des instruments vecteurs de l'adversité politique. L'accord cadre régional engage la République démocratique du Congo à continuer et à approfondir la réforme du secteur de sécurité, notamment l'armée et la police, à consolider l'autorité de l'État, surtout à l'est du pays, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins, à effectuer des progrès dans le domaine de la décentralisation, à promouvoir le développement économique, la réforme structurelle des institutions de l'État, ainsi que les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratie. Il engage en outre le président de la République démocratique du Congo à mettre en place, au sein du gouvernement, un mécanisme national de suivi en vue d'accompagner et de superviser la mise en œuvre des engagements souscrits au niveau national pour les réformes envisagées. Un mécanisme régional de suivi a été institué, impliquant les dirigeants des pays signataires, sauf le Rwanda. Il s'agit d'un mécanisme dont la nature n'est pas encore précisée, mais qui viendra en soutien aux efforts conduits dans la région. Le peuple congolais espère que ce ne sera pas un accord de ton. Il attend l'élaboration du plan détaillé annoncé avec indication concrète des critères et mesures appropriées de suivi. En ce qui le concerne, le Sénat s'engage, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, à accompagner au moment opportun les efforts du gouvernement en la matière. La situation sécuritaire à l'est du pays reste très préoccupante. Le Kivu est toujours dans la tourmente, avec des populations en souffrance et en errance à Massissi, Rutshuru et Saint-Jean. Au Katanga, les informations qui nous parviennent sont inquiétantes. Elles concernent les territoires de Kwetu, Malembakou, Manouni, Mitwaba, Kasenga, Kipushi, voire Lubumbashi. Les territoires entiers du pays vivent ainsi, presque en dehors du contrôle du gouvernement. L'Équateur s'enlise de plus en plus. Il est temps que toutes ces situations cessent. Au sujet de l'initiative politique annoncée par le président de la République en vue de la cohésion nationale, il est souhaitable que celle-ci soit rapidement clarifiée et si un forum doit se réunir, doit réunir les Congolais à cet effet, que celui-ci soit convoqué afin de mettre un terme aux spéculations actuelles. Minakou tient à rassurer l'opinion que la Chambre basse suit de près cette question sécuritaire, peut-être pour s'excuser un peu de toutes les pressions. Hein. L'opinion pense que vous avez un peu baissé les bras, pas de pression sur le gouvernement par rapport à cette question. C'est pour rassurer? Merci madame. J'étais présent à l'ouverture solennelle de la session de mars. C'est une ouverture constitutionnelle. J'ai suivi les discours du président de l'Assemblée nationale. Outre les calendriers, il s'est effectivement apaisanti sur la situation sécuritaire, sur
un certain nombre de projets de loi que nous devons adopter pour mettre le pays sur les bons rails du processus électoral. Mais j'aimerais, avant de commenter ce point-là, j'aimerais relever une insuffisance qui n'a pas suffisamment, sur laquelle il n'a pas longtemps, et c'est pas étendu longtemps, c'est sur les contrôles parlementaires. L'arme d'un Il en a député, beaucoup parlé pourtant. Vous savez, Le contrôle parlementaire qui est devenu carrément une occasion de règlement de compte au sein de la Chambre basse. mais si au moins il laissait les présidents de l'Assemblée nationale laisser les députés s'exprimer, la population qui nous a mandatés verrait si nous faisons de la pression à titre personnel ou si nous parlons dans l'intérêt du pays. Je vais vous donner un exemple, 2-3 exemples. Quand il y a eu la francophonie ici, les premiers ministres, à travers la Robank, ont pu avoir 8 millions de dollars pour réfectionner l'aéroport de Ndjili pour bien accueillir nos invités. De vous à moi, vous partez souvent vers l'aéroport de Ndjili. Est-ce que vous pouvez voir de manière visible les travaux qui ont été effectués pour 8 millions de dollars? Là, il faut qu'on contrôle. Mais chaque fois qu'on pose, disons, il y a des initiatives parlementaires en termes de contrôle de l'exécutif, les présidents de l'Assemblée nationale s'arrangent pour s'asseoir sur le dossier. Et pourtant, il a bien précisé justement qu'il ne s'agissait pas d'un bras de fer entre forces politiques. Fidel Babala, vous l'accusez un peu non, je ne l'accuse pas, à tort. Je constate. Si vous faites le bilan de la session passée, dites-moi quelles sont les initiatives de contrôle parlementaire qui ont abouti. Le Premier ministre a été interpellé, on l'a dégagé. On a dégagé l'interpellation. À 2 reprises, il y a eu des ministres qui ont été, à qui on avait adressé des questions orales avec débat. Aucune n'a été... La force de la majorité, l'opposition est... C'est pas une question de majorité. écrasée. Le règlement intérieur voudrait que chaque député qui a une initiative de contrôle parlementaire, on puisse programmer. Lors du débat, s'il y a un vote, la majorité pourra s'exprimer. Mais là, dans quelle démocratie sommes-nous? Et c'est pour cela que nous disons que pour cette session, nous allons être extrêmement vigilants et extrêmement attentifs pour que les présidents de l'Assemblée nationale puissent programmer les initiatives en termes de contrôle parlementaire de chacun des députés. Autrement, nous allons prendre des mesures aussi. C'est bon de pouvoir contrôler les autres. On peut commencer par les contrôler, lui et son bureau. Mais on peut le faire aussi. Il est d'accord pour et là, ça. Ce ne sera pas une pression. Il a énuméré lui-même toutes les antivaleurs qui minent la société et il est prêt justement à rentrer dedans, à crever l'abcès. Alors, il n'a aucune raison de bloquer ce processus de contrôle parlementaire. On les jugera à l'acte. Aujourd'hui, c'est une intention. Vous savez, les discours dans ces pays, on en a entendu. C'est un énième discours. On verra quels effets ça va porter. Aujourd'hui, on donne du crédit de bonne foi au président de l'Assemblée, mais bon, la patience a des limites aussi. Hein. Quand on est en train de... Nous avons été élus, il n'a pas été plus élu que nous. Nous avons tous été élus, les 500 députés. Nous sommes tous collègues. Moi, je n'ai pas voté pour lui, mais la majorité a voté. Il est le représentant des députés au niveau du bureau. Il doit pouvoir conduire les débats de façon satisfactoire et faire en sorte que les initiatives parlementaires puissent aboutir. Autrement, quel est notre rôle? De venir dire oui ou non? Nous devons poser les questions pour l'intérêt du pays. Vous ne faites pas vraiment le poids, on pourrait le dire, l'opposition, quand il y a un vote... C'est pas une question de faire du poids. De manière étymologique et même par définition, il y a une opposition parce qu'ils sont minoritaires, il y a une majorité parce qu'ils sont majoritaires. Bon, je n'entre pas dans les débats sur la légitimité des élections, quoique je puisse en parler. La majorité est majorité numérique, mais on sait ce qui s'est passé. On revient sur le contrôle parlementaire. Ça n'a aucune incidence sur le contrôle parlementaire, de manière directe. J'aimerais juste terminer une idée là. Oui. Quand on parle des majorités, de manière tout à fait indicible, on glisse vers la vérité des élections. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que les résultats électoraux qui sont sortis sont les résultats réels? Ça dépend de quel côté on se trouve. Fidel Babala, la Cour suprême a déjà tranché. Quelle Cour suprême? Vous parlez de quelle Cour suprême? Qui n'a même pas été capable de terminer le contentieux électoral de manière satisfactoire. Cette Cour suprême, y compris les procureurs généraux parce que vous et êtes les senti premiers lésé. présidents, moi je ne suis pas lésé. Je ne suis pas lésé. Vous ou les vôtres? Les MLC, pas seulement les vôtres. Il faut considérer que la justice, c'est une sorte d'église au milieu du village qui est censée réconcilier les uns et les autres. Aujourd'hui, madame, si vous avez un problème au niveau de nos cours aux tribunaux, vous y allez avec beaucoup de peur. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va en sortir.
C'est quasiment une justice. Vous ne le direz pas si vous aviez gagné Je ne parle pas seulement des résultats électoraux, même de la manière dont l'administration de la justice est faite au niveau du citoyen lambda. On est en train de la réformer. On est en train de la réformer, la justice. Déjà, en violant la loi, le président de la République nomme les hauts magistrats en violation de la loi, le Conseil supérieur de la magistrature se prononce. Les députés nationaux, votre rôle dans tout ça, on ne sait plus justement cerner. Que faites-vous? On sent un certain laxisme quand même au sein du Parlement. Je peux remettre les fondamentaux sur la table. Il y a un rôle important, d'abord de légiférer. Nous avons pris les lois, mais faut-il que quelqu'un l'applique? C'est l'exécutif qui applique les lois. Ouais. L'exécutif, y compris le président de la République. Le Parlement suit l'application. Qui les promulgue au nom de la population. Les jugements sont rendus au nom du chef de l'État qui représente la population. Encore faut-il que cette justice repose sur une légitimité populaire aussi. Puisque une justice qui rend de manière tout à fait impromptue des décisions inadéquates et bancales, cette justice n'est plus une justice. Il faut la réformer de Vous voyez tout du mauvais côté. J'en appelle à une révolution au niveau de la justice. Les gens qui sont là-bas ne sont plus à leur place. Tout simplement parce qu'ils ont perdu toute légitimité en rendant des décisions qui sont contraires à la loi. Puisqu'un État se caractérise par quoi? C'est les monopoles de la force. Les monopoles de la force, il n'y a que l'État qui peut user de la force. Et la justice est là pour essayer de trancher de contentieux éventuels entre les uns et les autres. Mais si la population, nous tous qui faisons partie de la population, nous n'avons plus confiance à cette justice, elle sert à quoi? Ça, c'est un langage révolutionnaire. Je voudrais aussi qu'il y ait une révolution de ces côtés-là. Qu'on ne parle pas de la révolution de la modernité, qui est une coquille vide, mais qu'on ne parle pas d'une réelle révolution et une réforme profonde. Évidemment, le contraire ne viendrait jamais de vous, Fidèle Babala, ça c'est sûr. Mais sinon, on va en revenir quand même à ces discussions de Kampala qui tirent à leur fin. Le président de l'Assemblée nationale, j'aimerais quand même énumérer certains points dont il a parlé, le renforcement du mandat de la MONUSCO, par exemple, cette présence de la force régionale. Qu'en dites-vous au point où on en est? Quelle est l'issue de Madame, ce conflit? d'abord, il faut remonter à la genèse de cette histoire, de cette insécurité récurrente à l'Est. Qui sont les acteurs? Et ça se déroule sur quel territoire? Ce sont les mêmes acteurs depuis 10 ans. Je vais juste faire un léger rappel historique. Ouais. Ces gens-là, tous les protagonistes de cette insécurité à l'Est viennent de l'AFDL, y compris les présidents de la République. Ils viennent de l'AFDL. Le Makenga et les Bosco Tangana viennent tous de l'AFDL. Aujourd'hui, on parle du M23. Le problème est à ce niveau-là. Avant, on parlait du CNDP. Avant, le CNDP, c'était le RCD. Avant, le RCD, c'était l'AFDL. Donc, c'est le même conglomérat de gens qui se connaissent. Quand on parle des désaccords du 23 mars, on sait quand même de qui il s'agit exactement. C'est une vaste escroquerie, madame. Vous le présentez comme si c'était un fait acquis quand on parle du M23. Les accords du M23, quels sont ces accords? Ce sont les accords du CNDP. Ouais. Les M23 n'existaient pas encore. C'est une escroquerie juridique et politique. Tout simplement avec les mêmes acteurs. Pour revenir à votre question, je n'ai jamais cru que Kampala puisse accoucher de quelque chose d'important. Le M23 a finalement signé l'accord de paix. Hein. C'est déjà quelque chose. Est-ce qu'ils avaient les États? Avaient-ils les choix? Puisque leurs sponsors, qui sont les États rwandais et ougandais, ont signé. Est-ce qu'ils avaient les choix? Ils avaient une autonomie de décision pour le faire. Aujourd'hui, nous assistons à une scission de ces mouvements. Mais bon, c'est quand même bizarre cette histoire. Ça fait 10 ans, les mêmes acteurs sur le même territoire. Comment ça se fait que le président de la République, qui est issu d'une rébellion, l'AFDL, je vous le rappelle, ils ont pris le pouvoir par une rébellion. Comme le MLC allait le faire. Vous êtes tous issus de... Madame, vous avez posé une question sur Kampala. Le MLC n'est pas à Kampala. Non, on n'est pas à Kampala, mais vous parlez de rébellion. C'est un peu vos méthodes communes. Si le MLC, nous avons fait effectivement... Vous avez pris les armes. Oui. Nous avons pris les armes pour instaurer la démocratie dans notre pays. Ça, c'est vous qui le dites. Les autres revendiquent la même chose. Le constat historique est là, madame. Je n'invente rien. Les résultats que nous avons eu les premières élections libres, plus ou moins libres, les résultats sont plus ou moins contestables depuis les années 60. Et ce n'est pas le président de la République Kabila qui a été le seul maître d'œuvre de cette démocratisation du pays. Toutes les rébellions, les MLC, les RCD ont contraint la composante gouvernement de l'époque à pouvoir signer les accords de Lusaka et les rapports, les accords de Sun City, d'où on est parti aux élections. Et
le consensus qui a été dégagé à Sun City a été brisé de manière unilatérale par le président de la République, par la modification cavalière de la Constitution qu'il y a eu en 2011. Et les élections qui s'en sont suivies, bâclées, et par la majorité présidentielle de l'époque, ainsi que par les pasteurs de triste mémoire, Ngoï Mulunda, nous ont conduit à une nouvelle crise de légitimité. Aujourd'hui, on ne sait pas dire vous êtes de manière certaine... éternels insatisfaits. C'est une question d'État. C'est le titre de votre émission. Donc on parle de manière passionnée parce qu'il s'agit de notre État. On ne voudrait pas que certaines personnes puissent galvauder la notion de l'État, la valeur de notre pays. Vous êtes pourtant mis d'accord sur toutes ces personnalités indépendantes. Ça, c'est juste une parenthèse. On ne s'est pas mis d'accord, madame. Est-ce qu'on peut avoir un accord avec un prélat défroqué comme Ngoï Mulunda? C'est impossible. Ce monsieur-là est à la base de tous les désordres que nous connaissons dans ces pays. Vous l'aviez dit de l'abbé Malou Malou, maintenant c'est pire que... Vous savez, on a toujours... Vous ne serez jamais satisfait tant que vous n'aurez pas le pouvoir. Avec tous les défroqués de ces pays. Il y a l'abbé Malou Malou, il y a Ngoï Mulunda, maintenant il y a Baïné qui vient d'être viré. Il y en avait avant un qui était ministre de TPI à l'époque de 1+4, Ndundo qui est aussi un abbé défroqué. Vous pouvez avoir vos opinions, mais ce sont mes opinions, je les exprime de la manière dont je les ressens. Oui, mais il ne faudrait pas utiliser des mots qui lèsent des personnalités. C'est la réalité historique, je ne cite personne. Ils ont été dans les clergés ou le couvent, ils ont été virés du couvent pour comportement inapproprié. Parlons du contexte, parlons des élections, restons dans ce cadre-là. Madame, je peux avoir la liberté d'expression qui me caractérise, j'assume mes propos. Sans léser les autres sur mon plateau. S'ils sont lésés, ils ont le droit de réponse, la loi sur la presse organise. Je ne vous autorise pas à m'imposer ce schéma, Fidèle Babala, vous restez dans les règles du jeu. La loi sur la presse organise le droit de réponse, s'ils ne sont pas satisfaits, il y a le cours et tribunaux. Puisqu'on parle de cours et tribunaux, ils peuvent y aller. Voilà, en attendant, j'assume mes propos. Voilà. On parle de Kampala. Je n'ai jamais cru que Kampala puisse accoucher de quelque chose parce qu'on assiste à une sorte de vaudeville qui réunit les mêmes acteurs. Et aujourd'hui, vous avez suivi... Vous auriez dû être impliqué, c'est ça? C'est ça qui vous dérange? Non, le problème n'est pas là. Qui étaient les protagonistes? On a parlé, la définition officielle, c'était qu'il s'agissait d'une mutinerie. La mutinerie, c'est entre une armée officielle et les gens qui se rebellent contre cette armée. Qu'est-ce que Kampala vient faire? C'est une question nationale. On a parlé de facilitation, Fidèle Babala, c'était important. C'est tout simplement un échec de notre gouvernement, du régime Kabila, de pouvoir assurer, ainsi qu'il avait fait les serments au niveau de... quand il a été élu, déclaré élu, parce que jusqu'à là, on ne sait pas si c'est exact ou pas, puisqu'il y a contestation. C'est notre chef d'État, et ça c'est un fait clair. C'est le chef de l'État. Il a l'impérium, la légitimité pose un problème. Et ça, je l'assume encore une fois. Cette histoire démontre, cette histoire du M23, Kampala et Addis Abeba qui viendrait après, démontre l'échec du gouvernement de pouvoir assurer la paix. Ça fait 12 ans, 13 ans qu'on a cette guerre de manière récurrente. Au moment où nous parlons là, on peut avoir des divergences de mots. Vous savez qu'il y a combien de nos compatriotes qui sont en dehors de leur maison dans les Kivu? 780 000. Et à ces femmes, enfants, et vieillards et messieurs, on dirait quoi? Que c'est un problème de facilitation, tout simplement. Et Senghor doit évoquer cette insécurité à l'Est, mais aussi à l'Équateur, au Katanga, etc. Mais justement, que faut-il faire? Faut-il se pencher vers la réforme de l'armée, de la police? Comment va-t-on sortir de tout ce... Il faut d'abord constater un échec patent du président de la République de pouvoir mettre sur pied... Oui, et maintenant il faut aller au-delà. On est en train de parler de temps. Une armée qui protège notre territoire, qui protège nos populations, nos concitoyens, ainsi que leurs biens. Ça, c'est la mission constitutionnelle d'une armée. Premièrement, il faut constater cet échec, connaître les causes de cet échec. Aujourd'hui, madame, vous avez suivi les rapports de l'ONU, sortis en décembre 2012, je crois, qui mettent en cause un certain nombre de nos généraux dans des faits graves, suffisamment graves pour qu'on puisse les traduire pour haute trahison devant une cour martiale. Qu'a fait le président de la République? Ça aussi, il doit pouvoir... Fidèle Babala, aujourd'hui, vous vous penchez sur la chasse aux sorcières, c'est bien beau, mais... C'est pas une question de chasse aux sorcières, c'est une question d'analyse. Dans quelle direction doit-on regarder? D'analyse. Madame, pour prendre des solutions, il faut d'abord analyser les causes profondes qui minent notre État. Vous pensez que le meilleur cadre, ça serait quoi? Le dialogue? Depuis les élections de novembre 2011,
l'opposition dans son ensemble a appelé le chef de l'État pour apaiser les tensions post-électoraux. Vous avez été reçu plus d'une fois par le chef de l'État. Je vais vous expliquer, si vous posez une question sur cette question-là, je vous répondrai. De pouvoir parler entre nous. Nous partageons une chose importante entre nous, opposition aux majorités, c'est notre pays, l'amour de notre pays. Nous avons des divergences de point de vue entre les tenants du pouvoir kabiliste et nous. Nous avons des divergences de vue. Mais quand il s'agit de parler de choses importantes, la chose la plus importante, c'est le devenir de notre nation. On peut s'asseoir autour d'une table et en parler. Oui, le chef de l'État nous a reçus en décembre. Mais il nous a reçus parce que nous avons menacé de ne pas assister à son congrès, à son discours sur l'état de la nation, au congrès, parce qu'il recevait uniquement les gens de la majorité. Voilà. Les chefs de l'État, finalement... Vous pensez que ça n'a rien donné, mais c'est quand même quelque chose. Finalement, on comprend son mode de réflexion. Il n'agit que quand il est pressurisé. Vous avez vu, quand le M23 a pris Goma, il a appelé tout le monde, cohésion nationale. Pourquoi il ne l'avait pas fait avant? Quand notre armée a été défaite à Goma, on appelle à l'enrôlement des jeunes sans pouvoir, au préalable, nettoyer les écuries d'Ogias qui constituent notre armée, qui est dangereuse en l'état. C'est quand même une cause nationale, il n'est jamais tard de se décider de mettre tout le monde autour de la table. Au point où on en est, finalement. Est-ce qu'il faut y aller au dialogue une bonne fois ou pas? Mais, madame, vous avez suivi et dans quelles conditions? Le 15 décembre dernier, le chef de l'État a appelé à un dialogue sans en définir le contenu. Jusqu'à maintenant, le contenu, personne ne connaît le contenu de dialogue. Mais puisque vous savez mettre la pression, pourquoi ne le faites-vous pas? Madame, il s'agit du chef de l'État qui a pris une initiative. Il doit pouvoir décliner cette initiative en termes de thèmes de discussion, du format de la rencontre, du temps que prendra la rencontre. Vous pouvez faire une proposition, vous êtes quand même député national. Comment est-ce que les résolutions qui seront issues de ces dialogues seront formatées pour devenir des mesures politiques? Il faut qu'ils les définissent. Jusque-là, vous avez vu mon ami Bochab commencer les consultations. 2 jours après, on l'a quasiment exécuté en public. On lui a enlevé pour confier au président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'au niveau de la cohérence du concept même, il y a une nébuleuse. Ils ne savent pas où aller. Au niveau de l'opposition aussi, il y a quand même un manque d'initiative. Chacun critique de son côté. Mais est-ce que vous avez des propositions concrètes? Est-ce que vous êtes mis ensemble autour d'une table? Nous avons des propositions concrètes. Parce que vous avez du mal à vous mettre ensemble. C'est vous qui l'affirmez. Je vous laisse la paternité de ces propos. Nous sommes d'accord avec toute les factions de l'opposition pour avoir des termes de référence communs. Oui. Ça, c'est fait. On attend que les chefs de l'État puissent donner sa position pour que nous puissions nous exprimer aussi. Sinon, on parlerait sur quoi? Sur les vides. Je vous rappelle que le 15 décembre, le chef de l'État avait dit incessamment que ça se ferait incessamment. En janvier, quand il recevait les corps constitués, il disait que c'était bientôt, mais ces termes ont une signification en français. Bientôt, ça fait 3 mois. Je me demande s'il a la même notion de temps que nous, ou il doit avoir la même notion de temps que Dieu, c'est-à-dire extensible. Alors, issu finalement de ces discussions de Kampala, on s'attend peut-être à une intégration inévitable du M23. Pour beaucoup, c'est l'éternel recommencement. On en revient donc sur la question. Votre avis là-dessus, finalement, M23 va donner lieu à autre chose ou on va s'arrêter là? Madame, j'étais surpris de voir M. Rouberois sortir de son long silence pour s'exprimer sur le sujet en ayant une position totalement ambiguë. Le gouvernement n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais. On doit intégrer les gens du M23. Je me demande s'il défend la cause nationale ou il défend une cause ethnique. Je lui laisse la réponse sur ce sujet-là. Toujours est-il qu'il y a des rumeurs qui le donnent comme Premier ministre pour assurer la bonne intégration du M23. Heureusement que vous parlez de rumeurs. Madame, je crois que jusque-là, je m'exprime en français. J'ai choisi les termes que je juge à propos par rapport à ce que je pense. Oui, exactement. Donc je parle des rumeurs. Si ça avait été une information, un renseignement, j'aurais utilisé les termes appropriés. Jusque-là, il faut quand même se méfier d'évoquer les rumeurs. J'évoque et j'en prends la responsabilité. Jusque-là, M. Robert nous a surpris par son silence depuis les élections de 2007. Il s'est tu. Je trouve ça bizarre que immédiatement, on puisse parler d'un accord de paix avec les M23, lesquels elle Tanganda ou Makenga.
Je vous rappelle l'épisode Tangana, j'espère qu'on va en parler. Oui, bien sûr. J'espère qu'on va en parler. Mais tout cela me semble une nébuleuse. On dirait que nous sommes devant une sorte de vaudeville où les acteurs sont connus, ce sont les mêmes depuis X temps qui se connaissent. Et on dit même que, et ça c'est une information, que pendant que le gouvernement négocie avec les M23 à Kampala, les chambres d'hôtel de la délégation M23 étaient payées par le gouvernement. Anormal. Une information. C'est une information vérifiable. Ouais. Vous pouvez les vérifier comme vous voulez, vous aurez les mêmes résultats. Vous vous battez contre quelqu'un qui est contre vous, qui tue, qui viole, mais qui prend votre argent pour discuter avec vous. Vous trouvez ça normal? On est quand même assez curieux que justement Bosco Ntaganda ait choisi le Rwanda pour aller se rendre. Il a quitté le territoire. Qu'est-ce que ça a de surprenant? Bosco Ntaganda était dans l'armée rwandaise. Il était dans l'armée rwandaise avant d'être fait général par le président de la République. Il est rentré là où il pensait être beaucoup plus en sécurité. Pensez-vous, madame, qu'on puisse traverser le Rwanda, État super militarisé, traverser plus de 100 km pour aller de Rutshuru à Kigali, de manière comme ça, Bosco Ntaganda? La vérité est qu'on a pris en charge à partir de la frontière pour le déposer devant l'ambassade des États-Unis. Autrement, madame, il y a un autre fait bizarre. Il y a quelque temps, vous avez appris que nos militaires, nos voyants militaires, sont rentrés dans Rutshuru, dégarnis par les M23. L'ordre est venu de leur demander de rentrer. Qui a donné l'ordre? Qui donne les ordres dans l'armée? C'est le commandant suprême. Oui. La Constitution dit que c'est le commandant suprême. Qu'on nous explique tout cela. C'est fou. C'est fou. Donc, je ne crois pas que si accord il y a, ce sera respecté. Je suis prêt aujourd'hui à vous dire, à question d'État, que les deux premiers chefs d'État qui vont violer les accords d'Addis Abeba, ce seraient le président Kagame et le président Kabila. Parce qu'ils ne respectent pas leur parole. Ça, vous le dites. Mais justement, par rapport à Bosco Ntaganda, qui s'est rendu, les incidents sur la République démocratique du Congo, parce que là, on va quand même parler de la Cour pénale internationale et ça risque de porter un sacré coup sur le pays. À qui? Le pays, juste pour faire un peu d'histoire, il y a 2 ans, le président de la République avait dit qu'on ne devait pas transférer Ntaganda pour favoriser la paix ici. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que pendant les 2 ans où on a laissé Makenga faire son rallye à l'intérieur du pays, ça avait favorisé la paix? Il faut demander ça aux gens de l'Est. Je suis d'un avis contraire. Je crois qu'il a été même un fauteur de trouble. Il faut quand même choisir de toutes les pires solutions, la moindre. Ça, c'est vous qui le dites. Je n'achète pas cette expression-là. Je pense tout simplement que le président de la République a montré son incapacité à pouvoir mettre la main sur Ntaganda. Et aujourd'hui, en termes de communication politique, le Rwanda vous démontre qu'en une journée, on peut mettre fin à cela. Je suis heureux finalement que ce monsieur puisse se présenter devant les instances judiciaires internationales pour qu'il puisse répondre de ses crimes. Mais en fait, sa démarche est une démarche de sauvegarde pour sa peau à lui. Il serait resté à l'intérieur de nos terres. La raison principale de dissidence, de combat entre les deux dissidences, c'était les 5 millions de dollars que les Américains ont mis sur sa tête. C'est ça la raison principale. Et il y a la deuxième raison accessoire, c'est le trafic des minerais. Tout le monde le sait. Donc je pense que M. Bosco Ntaganda s'est mis à l'abri pour sauver sa peau. Mais comme il connaît beaucoup d'histoires sur les rébellions de là-bas, on est curieux de savoir qu'est-ce qu'il dirait. Renforcement de la MONUSCO, force régionale, finalement, quelles seraient les priorités? Je pense que l'idée première qui était émise par les pays de la SADC, c'était d'avoir une sorte de force internationale neutre, était la meilleure. Aujourd'hui, nous avons 17 000 hommes de la MONUSCO dans le pays. On a vu leur inefficacité à pouvoir mettre fin à l'instabilité récurrente au niveau de l'Est. Si on renforce, je ne vois pas ce que ça ferait. Puisqu'il est de notoriété publique que les soldats de la MONUSCO qui sont à l'Est sont plus versés dans les trafics des minerais qu'autre chose. Et dans des violations, des actes de pédophilie. Ça, c'est connu, des notoriétés publiques. Est-ce qu'ils sont prêts à se battre pour notre pays? Ce n'est pas à eux de faire ce travail. Surtout pour la protection des civils. Ce n'est pas à eux de faire ce travail, bien qu'ils en aient le mandat. L'obligation première repose à notre pays.
Là, encore La une réforme fois, va prendre du temps. C'est quand même... ça fait mal, mais il faut attendre. Là aussi, il faut acter l'échec du gouvernement. Parce que, madame, il ne faut pas 12 ans pour faire une armée. Il ne faut pas 12 ans. Vous pensez que le temps idéal, c'est... 2 ans, c'est le maximum. Est-ce que le pays a les moyens? Il y a autant de priorités. Mais si les chefs de l'État, à travers sa femme, distribuent des biens, jettent des pagnes sur la ça route n'a rien du à voir. Bandundu, Vous avez voté le budget. Parlons du budget de la République. République. Vous avez parlé de moyens, je vous réponds, madame. À notre connaissance... Quand je parle des moyens, je fais allusion à l'enveloppe budgétaire. Des moyens d'État. Exact. Parce que madame Kabila, dont le rôle constitutionnel est d'être la première dame du pays, n'a pas vocation à remplacer les ministres des Affaires sociales, ni les ministres de l'Éducation. Je l'ai vu à la télévision, les premières dames de remettre des clés d'école au ministre de l'Éducation, de distribuer. C'est des actions sociales, ça entre tout à fait dans le profil des premières dames. Là n'est pas notre débat. Mais pas avec l'argent public, madame. Si la majorité et le gouvernement pensent que Mme Kabila est devenue une actrice politique, nous aurons alors le droit de pouvoir la critiquer. À équilibrer également les émoluments des députés pendant qu'on y est. Parlons des moyens de réforme de l'armée. Contre les émoluments des députés. Avez-vous parlé de salaire de la dotation du chef de l'État? Vous êtes tous dedans, qui demande qu'on lui achète un deuxième avion, alors que les forces armées n'en ont pas. Il demande un deuxième palais de la République, alors qu'il y en a plein ici. C'est quand même indécent, vous, élus, avec des émoluments si importants face à vos électeurs qui n'ont pas $100. C'est le problème des députés. Si les niveaux de vie, le gouvernement est incapable d'impulser les niveaux de vie. C'est vous qui votez, vous pouvez dire non. Parlons justement des moyens de cette réforme de l'armée. Madame, il faut équilibrer certaines choses. Nous votons la loi budgétaire. Nous n'appliquons pas la loi budgétaire. C'est le gouvernement qui les fait. C'est la séparation de pouvoir. Donc, alors, on ne mélange pas les pinceaux pour dire que c'est la responsabilité des députés. Quand on nous parle de 6% de croissance... Ça vous arrange bien, c'est Quand on nous parle de 6% de croissance, que l'inflation est à 4,5%, mais quel est l'impact de ces éléments macroéconomiques intéressants pour notre économie au niveau de la population? Et on doit poser la question au Parlement. Quand nous, les députés de l'opposition, nous demandons un contrôle, les gens de la majorité s'assiedent sur ça, et vous allez dire que c'est nous. Je ne vous ai jamais entendu vous dresser contre ces émoluments. Madame, moi j'ai fait une motion sur la déclaration du patrimoine et du chef de l'État et des membres du gouvernement. Où est-ce qu'on en est? Et en plus, ça a été bloqué au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes allés au niveau du MLC déposer plainte auprès de la Cour suprême. Ouais. Ça va faire 2 ans, toujours rien. Dans quel pays sommes-nous? République bananière ou République en voie de démocratisation ou démocratique? Le social, vous allez quand même en parler, j'espère, de manière particulière quand, au regard du rapport IDH 2013, la RDC est classée dernier pays pratiquement, au même rang que le Niger. Vous apportez de l'eau à mon moulin, madame. Aujourd'hui, quand je vous parle que si ça peut vous faire plaisir, l'action du gouvernement, ce n'est pas de l'action spectacle. Aller jeter des pagnes, on fait quoi? Qu'est-ce que ça produit? On va aller faire des écoles sur quel budget? Le budget de la République ou bien le budget d'une fondation? Il n'y a pas que des points négatifs, les points positifs, vous n'en parlez pas. Sortons de la République. Le PIB a quand même augmenté, c'est une avancée. Mais quel est l'impact autour de vous, madame? Vous vivez dans la population, je sais que vous vivez dans cette ville depuis longtemps. Quel est l'impact au niveau de la population? J'ai pari aujourd'hui en sortant de chez vous, vous avez ouvert le robinet, il n'y avait pas d'eau qui coulait. Il n'y avait pas d'eau courante. Si vous avez eu du courant, vous avez de la chance. Mais alors, les 5 fondamentaux pour une action de service public, l'État est incapable de le faire. Entre-temps, on voit XY en train de distribuer des biens comme si on était à la foire. Avec quel budget de l'État? Faisons un programme d'exécution gouvernementale. Il y a un ministre des Affaires sociales, un ministre de l'Éducation. Si on doit construire avec l'argent public une école quelque part, les ministres et la Ça fera partie justement de votre programme contrôle parlementaire. Je me pose la question en vertu de quel mandat madame la première dame de la République fait cela. Vous l'avez déjà dit. Si c'est un acteur politique, je demande solennellement qu'on puisse la considérer comme acteur politique, donc critiquable. Ça va faire partie de vos dossiers en ce qui concerne le contrôle parlementaire. J'aimerais bien, pour les quelques minutes qui nous restent, parler de certaines questions. Vous avez parlé de ces lois que vous élaborez, mais aussi justement leur application par le gouvernement. Mais il faut suivre. Il ne suffit pas de voter des lois, etc., d'en avoir sans jamais les appliquer. La décentralisation, on vient d'assister à la conférence des gouverneurs, mais finalement, est-ce que c'est une coquille vide?
Madame, juste pour vous donner une image de problème que nous rencontrons, nous avons voté la loi sur la CNI, je crois que ça devait être le 31 janvier, ou aux environs de cette date. Le président de la République a 15 jours pour promulguer la loi. L'a-t-il promulguée? En attendant, urgence, hein, Assemblée provinciale, Sénat... Voilà. Est-ce que le président de la République a promulgué cette loi? Non. La Constitution l'oblige à le faire dans les 15 jours. Y a-t-il un problème? Je n'en sais rien. Mais quand on vote des lois, et à un moment donné, le gouvernement qui est chargé de l'appliquer, de les appliquer, les fait ou les fait mal ou ne les fait pas du tout, notre devoir, c'est de pouvoir contrôler, de faire le point avec le gouvernement. Au cours de cette session, nous avons voté X lois. Comment est-ce que vous les avez mises en œuvre? Mais ça ne se fait pas. Ça aussi, c'est la responsabilité du bureau de l'Assemblée nationale. Je suis un des députés parmi 500. Je reviens quand même sur le laxisme quand même des députés. On ne sent pas la pression. Vous le dites, mais non, mais on ne sent pas. Madame, la pression, nous sommes une opposition, donc par définition, trop peu nombreux. La pression, on doit pouvoir le faire de manière générale au niveau de l'hémicycle. Parce qu'il y a des questions transversales qui n'ont aucune opinion. Quand on parle de l'école, l'école n'est pas de l'opposition, de la majorité. Nous devons faire en sorte que cette loi s'applique. Quand on parle de l'application de la loi budgétaire, c'est pour l'intérêt de tous les Congolais. Donc ça, ce n'est pas une question de la majorité de l'opposition. Il faut l'intérêt général. De l'intérêt général. J'ai dit qu'il faut qu'à un moment donné, que les députés arrêtent d'être des moutons pour suivre des mots d'ordre qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la République. Il faut penser au bilan de manière générale. Nous devons regarder dans la même direction quand il s'agit par exemple de la réforme de l'armée. Quel est le Congolais qui n'a pas intérêt qu'on ait une forte armée? Tous. Quel est le Congolais qui n'a pas intérêt à ce qu'on ait une bonne diplomatie? Tous. Alors il faut donner les moyens. Il faut donner les moyens. Les moyens doivent se faire à travers une discussion importante. Les propres de notre pays, nous avons des professeurs d'université qui font dans la dithyrambe. On voit aux États-Unis, il y a des think tanks où l'élite intellectuelle réfléchit sur des questions importantes. Sur des questions importantes, sans intérêt partisan. Mais chez nous, ça ne se voit pas. Quand vous ouvrez la télévision, vous êtes en train de voir un professeur d'université, on dit émérite, mais j'ai mis quelques doutes. Parce qu'on ne voit pas en quoi il est émérite. Faire de la dithyrambe sur le président de la République, on ne lui demande pas ça. D'être objectif, d'analyser. On aiderait le président de la République en ayant un langage objectif et souvent dur pour permettre le chef de l'État de pouvoir rectifier. C'est quand même une interpellation pour tous les élus. Vous aurez à rendre compte face à vos électeurs. Absolument, absolument. Les choses ne bougent pas. Absolument. Et aussi, vous en êtes coupable. Et la population aussi, j'aimerais dire un mot dessus. La population a l'impression, en voyant le politicien faire le discours, de regarder une pièce de théâtre à la télévision. Il s'agit de leur vie, de notre vie, de la vie de notre pays, de nos enfants. Il faut, le jour où les Congolais comprendront que leur avenir dépend de leur implication dans la politique, les choses vont changer. Et à un moment donné, on dira assez de la manière dont le gouvernement est en train de mener les affaires. Est-ce qu'on peut comprendre que vous êtes tout à fait pessimiste quant à l'aboutissement de cette décentralisation, du processus électoral également? J'émets quelques bémols en ce qui concerne la décentralisation. Quand vous regardez la situation d'instabilité à l'Est avec des poussées communautaristes au niveau de l'Est, ça représente un danger. Je crois qu'il faut y aller. Il faut y aller, c'est un objectif, on doit y arriver. Mais il faut y aller après avoir assaini la situation de l'Est. Autrement, qu'est-ce que vous allez créer? Vous allez créer des potentats à l'Est sur base de l'intérêt communautaire qui vont réclamer un certain nombre d'intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la République. Voilà. Donc il faut y aller mollo. La décentralisation, ok. Encore faut-il que le chef de l'État puisse être républicain, parce que sa façon d'avoir géré la crise à l'Équateur avec les soutiens sans faille à Bayendé depuis 5 ans suscite plus d'interrogations que d'espoir. Fidèle Babala, on va conclure cette émission. Nous avons survolé pratiquement toutes les questions de l'heure. Votre dernier mot en ce qui concerne l'Assemblée nationale et justement cette responsabilité face à ces enjeux? Non, l'Assemblée nationale, j'espère, cette session pourra faire exactement le travail que la Constitution lui assigne de faire, notamment pour contrôler le gouvernement. Je vous ai parlé
d'un certain nombre de faits. Vous me permettrez de citer 3 dossiers importants. Il y a les dossiers RVM, où le gouvernement est en train de faire acheter une vieille drague en Belgique, alors que la même drague peut être achetée neuve en Chine pour le même montant. Et là, le gouvernement, par une procédure de gré à gré, est en train d'imposer à la RVM d'acheter en Europe. Il y a la RVR. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un conflit entre l'ADG et le DGA sur la gestion de 8 millions de dollars à l'aéroport, de la francophonie, mise à disposition du gouvernement par la Robank, où la gestion n'est pas claire. Là, on doit pouvoir y revenir. Il y a les travaux que le Premier ministre a effectués à la primature, qui ont coûté, d'après mes informations, plus ou moins 12 à 13 millions de dollars. Et tout cela a été passé de gré à gré pour faire plaisir à un certain nombre d'amis qui se retrouvent dans une société appelée Sogedi. J'ai cité M. Tambo Mwamba, Alexis, qui est actionnaire dans cette société. Et tout cela de gré à gré. À un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'il s'agit du patrimoine privé du Premier ministre ou bien c'est quand même un patrimoine national, justement. La passation de marché doit obéir à la loi sur la passation de marché. Je n'ai pas connaissance qu'on ait lancé des appels d'offres sur ce sujet. Et j'aimerais poser la question, je poserai la question, je vous l'affirme, aujourd'hui, solennellement, que j'ai posé la question au niveau de l'Assemblée nationale. Nous suivrons cela de très près. Qu'on nous donne un éclairci sur cela et éventuellement engager la responsabilité du gouvernement. Merci beaucoup, Fidèle Babala, d'avoir répondu à cette invitation. Mesdames, Messieurs, c'était donc le premier numéro de Questions d'État. Je vous le rappelle, vous nous retrouverez toutes les semaines sur différents médias de la place. Nous parlerons des différents secteurs de la vie nationale, des questions d'actualité concernant la République démocratique du Congo, mais aussi les États, l'Afrique et pourquoi pas le monde, des questions qui ont une incidence directe ou pas sur notre pays avec différents experts politiques ou autres. Mesdames, Messieurs, c'était donc un plaisir d'avoir été chez vous. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir.